Le bouchon de champagne a sauté quelque part dans le couloir de l'immeuble alors que je me tenais dans mon minuscule appartement de Saint-Ouen en cette veille de Noël, regardant ma fille Sophie examiner la pile de factures impayées sur le comptoir de ma cuisine. Elle portait un manteau qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière de ma seule lampe fonctionnelle. « Papa » dit-elle en se tournant vers moi avec ce sourire de façade qu'elle utilisait dans les vidéos de sa fondation caritative. « Je voulais te demander quelque chose. Comment trouves-tu l'appartement à Deauville qu'Antoine t'a réservé? Celui avec vue sur la mer? » J'ai senti ma tasse de café glisser légèrement dans ma main. Le quoi? L'appartement? Antoine m'a dit qu'il l'avait arrangé pour toi il y a 6 mois. Un endroit magnifique près des planches. Il m'a dit que tu y allais tous les week-ends pour te détendre. Pour t'éloigner du bruit de Paris. Sa voix était enjouée, pleine d'attente. J'ai posé la tasse avec précaution. Sophie, ma chérie, je n'ai jamais mis les pieds dans aucun appartement à Deauville. Je n'ai pas quitté la banlieue parisienne depuis plus d'1 an. Le sourire s'est figé sur son visage. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Puis j'ai entendu des pas derrière elle, et Antoine est apparu dans l'encadrement de la porte, son visage se vidant de ses couleurs lorsque nos regards se sont croisés. Mais laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous raconter comment je suis arrivé à ce moment qui allait briser la vie parfaite de ma fille comme une fine couche de glace sur une eau profonde. Je m'appelle Bernard Martin. J'ai 63 ans et j'ai travaillé pendant 37 ans comme chef d'équipe de maintenance pour la mairie de Paris avant que mes genoux ne lâchent. J'ai élevé Sophie seule après le décès de sa mère quand Sophie n'avait que 8 ans. J'ai fait des doubles services, vendu notre maison à Versailles, et nous avons déménagé dans un appartement modeste à Pantin. J'ai porté le même manteau d'hiver pendant 15 ans pour que Sophie puisse prendre des cours de piano, aller en colonie de vacances et finalement obtenir son diplôme de droit à la Sorbonne. Elle a rencontré Antoine Delacroix lors d'un gala de charité il y a 7 ans. Il était tout ce que je n'étais pas: élégant, riche, influent. Sa famille possédait une chaîne d'hôtels de luxe à travers la France et la Suisse. En 1 an, ils se sont mariés lors d'une cérémonie au château de Vaux-le-Vicomte qui a coûté plus que ce que j'avais gagné en 5 ans. J'étais heureux pour elle. Vraiment, elle méritait une belle vie après m'avoir vu lutter si longtemps. Mais quelque chose a changé après le mariage. Les appels hebdomadaires sont devenus mensuels, puis occasionnels. Elle était occupée par les affaires d'Antoine, par la fondation caritative qu'ils avaient lancée ensemble, par les galas, les tournois de golf et les étés dans le Luberon. Je comprenais que les riches vivaient dans un monde différent. Je la voyais surtout à travers les réseaux sociaux maintenant. Sophie et Antoine remettant un chèque géant à l'hôpital Necker. Sophie et Antoine servant le dîner de Noël au Resto du Cœur. Des photographes capturant chaque instant. Sophie et Antoine annonçant un nouveau fonds de bourse d'études pour les jeunes défavorisés. J'étais fier de son travail caritatif. Je l'étais vraiment. Même si elle n'avait pas remarqué que je mangeais de la soupe en briques au dîner 4 soirs par semaine, que le chauffage de mon immeuble fonctionnait à peine, et que je portais les 2 mêmes pantalons depuis 3 ans. Et maintenant, elle se tenait dans mon appartement la veille de Noël, posant des questions sur un appartement à Deauville qui n'existait pas. Antoine a réagi le premier, ses réflexes d'homme d'affaires prenant le dessus. « Bernard, je pense qu'il y a une confusion. » « Laisse-moi t'expliquer. »« Quelle confusion ?» l'interrompit Sophie, nous regardant tour à tour. « Antoine, tu m'as dit que tu avais installé papa là-bas. Tu m'as montré des photos. Tu as dit qu'il adorait l'endroit. C'était des photos de l'agence immobilière, dis-je doucement. Les pièces du puzzle se mettaient en place dans mon esprit, froides et tranchantes. N'est-ce pas, Antoine? Il desserra sa cravate, son calme habituel se fissurant. Sophie, chérie, peut-être devrions-nous en discuter à la maison. Non. Sa voix était d'acier sous la soie. Nous allons en discuter ici et maintenant. Papa, tu dis que tu n'as jamais été dans cet appartement. Jamais. Je me suis dirigé vers mon petit bureau. J'ai sorti mon calendrier. J'ai été ici tous les week-ends ces 6 derniers mois. Je suis bénévole à la médiathèque le samedi. À l'église le dimanche. Tout est noté ici. La mâchoire d'Antoine se contracta. Bernard est peut-être confus. À son âge, la mémoire peut. J'ai 63 ans, pas 90 ans, le coupé-jeu, et ma mémoire va très bien. Pourquoi as-tu dit à Sophie que tu m'avais offert un appartement? Parce qu'il avait besoin d'une déduction fiscale, la voix de Sophie était à peine un murmure.
Elle regardait Antoine maintenant comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. C'est ça, n'est-ce pas? Tu l'as déclaré comme une dépense caritative. Un don à mon père. C'est ridicule, dit Antoine. Mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Sophie sortit son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Je suis au conseil d'administration de la fondation, Antoine. J'ai accès au rapport financier. Laisse-moi juste vérifier. Oh, mon Dieu. Soutien au logement senior pour Bernard Martin. 750 000 €. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon cœur a failli s'arrêter. 750 000 €? Je peux expliquer, commença Antoine. Alors explique, les mains de Sophie tremblaient. Explique pourquoi les registres de notre fondation montrent que nous avons payé près d'1 million d'euros pour le logement de mon père alors qu'il vit clairement toujours ici. Elle regarda autour de mon appartement exigu, le voyant vraiment pour la première fois peut-être. La peinture écaillée, les meubles d'occasion d'Emmaüs, le radiateur d'appoint parce que le chauffage de l'immeuble était insuffisant. Depuis combien de temps, murmura-t-elle. Depuis combien de temps vis-tu comme ça alors que nous? Alors que je pensais. Ça va, ma chérie, dis-je, bien que ma voix se brise. Je m'en sors très bien. Mais elle n'écoutait pas. Elle faisait défiler son écran maintenant, son visage devenant plus pâle à chaque mouvement. Le fonds de bourse d'études que nous avons créé en ton nom. 1,2 million d'euros. Antoine, où est passé cet argent? Aux bourses? Aux étudiants? Quels étudiants? Donne-moi des noms, Antoine, tout de suite. Il ne dit rien. Le silence s'étira comme un lac gelé, dangereux et vaste. Dehors, je pouvais entendre des voisins chanter une douce nuit quelque part dans l'immeuble. À l'intérieur, le monde parfait de ma fille volait en éclats. J'ai besoin de voir les dossiers financiers complets de la fondation, dit Sophie, sa voix étrangement calme. Chaque transaction impliquant le nom de mon père. Absolument toutes. Sophie, tu réagis trop fort. Nous pouvons en discuter après les fêtes. Nous allons en discuter maintenant. Papa, as-tu un ordinateur portable? J'ai hoché la tête, récupérant mon vieux PC dans la chambre. En quelques minutes, Sophie s'était connectée au système de la fondation. Je regardais par-dessus son épaule alors qu'elle naviguait dans les tableurs, sa respiration s'accélérant à chaque écran. Le fonds médical senior, 500 000 €, soins spécialisés pour Bernard Martin. Elle me regarda. Papa, c'était quand la dernière fois que tu as vu un médecin? Mes genoux, il y a environ 4 mois. Au centre de santé près de la porte de Pantin. La consultation remboursée par la Sécu. J'ai hoché la tête. Ses mains tremblaient tellement maintenant qu'elle pouvait à peine taper. La subvention pour l'accessibilité des véhicules. 150 000 € pour un van modifié pour tes besoins de mobilité. Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Papa, tu as une voiture au moins. Je prends le métro, dis-je doucement. Le bus est la ligne 5. Antoine se leva brusquement. Je n'ai pas à écouter ces accusations. Sophie, tu es ma femme. Tu devrais me faire confiance plutôt que de croire c'est malentendu. Assieds-toi. L'ordre dans sa voix nous surprit tous les deux. Je n'ai pas fini. Il y en a plus, n'est-ce pas? Le fonds de rénovation. 250 000 € pour rendre le domicile de papa accessible au fauteuil roulant. Elle regarda encore mon appartement. Je ne vois aucune rénovation. Je ne vois même pas de fauteuil roulant. Ton père est ingrat, dit Antoine, son ton devenant laid. Je gère les finances de la fondation pendant que tu joues à la dame patronnesse. Quelqu'un doit prendre les décisions difficiles. Des décisions difficiles? Tu as détourné des fonds de notre charité en utilisant le nom de mon père. La voix de Sophie monta. Combien, Antoine? Combien au total? Tu ne comprends pas les affaires. Alors fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre comment nous avons levé 3,5 millions d'euros pour divers programmes d'aide à mon père et aux autres seniors. Et mon père est assis ici avec un manteau qui a du scotch gris sur les coudes. Je baissai les yeux. J'avais oublié le scotch. Je voulais coudre une pièce. Le masque d'Antoine tomba finalement complètement. Ton père a choisi cette vie. Il aurait pu demander de l'aide. Au lieu de cela, il est resté ici dans sa fierté et sa pauvreté,
me faisant passer pour un mauvais gendre à chaque réunion de famille avec ses vêtements miteux et son passe Navigo. Alors oui, j'ai utilisé sa situation à notre avantage. La fondation avait besoin de capital d'exploitation. Les donateurs adorent les histoires sur l'aide aux seniors en difficulté. Ton père était parfait pour le récit. Notre avantage. Sophie se leva, tout son corps tremblant. Tu veux dire ton avantage? Tu as volé des gens qui ont donné de bonne foi, des gens qui voulaient aider des seniors comme mon père. Et tu as utilisé le nom de mon père, sa dignité, sa souffrance réelle pour le faire. Prouve-le, ricana Antoine. Prouve que j'ai pris un seul euro pour mon usage personnel. Chaque transaction est passée par la fondation. Chaque centime est comptabilisé. Alors cela ne te dérangera pas si j'appelle l'administration fiscale demain, dit Sophie. Ou la police, ou les deux. La couleur qui était revenue sur le visage d'Antoine disparut à nouveau. Tu n'oserais pas. Regarde-moi faire. J'appellerai aussi nos donateurs personnellement, en commençant par les Dumas. Tu te souviens d'eux, n'est-ce pas? Le couple qui a perdu leur père par négligence dans un EHPAD. Ceux qui ont donné 700 000 € spécifiquement pour le programme de logement senior. Je me demande comment ils se sentiront en sachant que cet argent n'a jamais aidé un seul senior à se loger. Sophie, s'il te plaît. Sors. Sa voix était de glace. Sors de chez mon père. En fait, sors de ma vie. Je demanderai à mon avocat de te contacter demain. Tu es ma femme. Plus pour longtemps. Par maintenant. Antoine me regarda, puis regarda Sophie. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait encore argumenter. Puis il attrapa son manteau et sortit en trombe, claquant la porte assez fort pour faire trembler les murs. Le silence qu'il laissa derrière lui était assourdissant. Sophie resta immobile un long moment. Puis elle s'effondra lentement dans mon vieux fauteuil et commença à pleurer. Pas des larmes délicates, mais des sanglots profonds et déchirants. Je suis tellement désolé, s'étrangla-t-elle. Papa, je suis tellement désolé. J'ai été si aveugle, si stupide. Pendant que je postais des photos de notre travail caritatif, tu étais ici tout seul, à lutter, et je ne l'ai pas vu. Je ne voulais pas le voir. Je m'agenouillais près d'elle, mes genoux protestant. Ma chérie, tu ne savais pas. J'aurais dû savoir. Je suis ta fille. J'aurais dû venir plus souvent, appeler plus souvent, te regarder vraiment au lieu de juste. Mon Dieu, papa, c'était quand la dernière fois que je t'ai vraiment demandé comment tu allais? Vraiment demandé? Je ne pouvais pas m'en souvenir. J'étais tellement prise dans le monde d'Antoine, continua-t-elle. Les galas, la fondation, l'image. Nous étions si occupés à être charitables que j'en ai oublié la vraie charité. Je t'ai oublié, mon propre père qui a tout sacrifié pour moi. Tu n'as pas oublié. Si. Ce commentaire au dernier gala. Quelqu'un a dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même » et j'ai ri. J'ai vraiment ri. Pendant ce temps, tu étais ici à manger de la soupe et à prendre le bus pendant que nous prenions des dons destinés à aider des gens comme toi. Elle sortit à nouveau son téléphone, essuyant ses yeux. J'appelle un avocat ce soir, et un expert comptable, et le fisc. Antoine va payer pour ça. Chaque centime qu'il a volé, chaque mensonge qu'il a raconté. Chaque fois qu'il a utilisé ton nom. Sophie, c'est le réveillon de Noël. Je m'en fiche. Ça ne peut pas attendre. Ses doigts composaient déjà un numéro. Et elle a appelé, là, le soir de Noël. Pendant que je nous préparais du thé, elle a appelé son avocat, qui a été étonnamment compréhensif pour un appel si tardif. Elle a appelé son expert comptable, qui a promis de commencer un audit dès la première heure après les fêtes. Elle a appelé sa meilleure amie de l'université qui travaillait à la brigade financière. Au moment où minuit a sonné, marquant le jour de Noël, la machine était déjà en marche. Les semaines qui ont suivi ont été floues. Sophie a emménagé dans un hôtel, demandant le divorce et la séparation de biens immédiatement. Elle a engagé des experts comptables judiciaires qui ont épluché les registres de la fondation comme des loups dans la neige. Ce qu'ils ont trouvé était pire que ce que nous avions imaginé. Antoine n'avait pas seulement utilisé mon nom. Il avait créé tout un réseau de faux bénéficiaires, des seniors fictifs avec des besoins fictifs, générant tous des demandes de remboursement très réelles. La villa de Deauville existait bien, mais Antoine l'utilisait comme résidence de vacances personnelles tout en prétendant qu'elle était à mon usage.
Le van aménagé n'avait jamais été acheté, l'argent était allé sur un compte privé en Suisse. Les bourses n'avaient jamais été attribuées. Le fonds médical n'avait jamais aidé personne. Au total, Antoine avait détourné plus de 3,2 millions d'euros de la fondation sur 4 ans. Sophie a été implacable. Elle a contacté chaque donateur personnellement, expliquant ce qui s'était passé et promettant une transparence totale. Elle a remis toutes les preuves aux autorités. Elle a témoigné devant le conseil de la fondation, recommandant une restructuration complète et une surveillance indépendante. L'histoire a fait la une des journaux en février. Scandale caritatif parisien, des millions détournés grâce à de fausses déclarations. La photo d'Antoine était partout, ce sourire poli semblant maintenant sinistre dans la couverture médiatique. Le procès a eu lieu en avril, au palais de justice de Paris. J'étais assis au premier rang, Sophie à côté de moi. Elle m'avait acheté un nouveau manteau, et j'avais finalement accepté de le porter, ainsi que son insistance pour que je déménage dans un meilleur appartement. Pas de la charité, avait-elle dit fermement. Une réparation. Tu as été utilisé sans ton consentement, cela te donne droit à des dommages et intérêts. L'avocat d'Antoine a essayé d'argumenter que l'argent avait été légitimement dépensé pour les opérations de la fondation, que les dépenses étaient des frais administratifs raisonnables, mais les preuves étaient accablantes. Les fausses identités qu'il avait créées, les faux documents, les comptes offshore, la trace écrite était impeccable. Quand le juge m'a demandé si je voulais faire une déclaration en tant que victime, je me suis surpris moi-même en me levant. Monsieur le juge, ai-je commencé, ma voix stable malgré ma nervosité. Je ne suis pas en colère pour moi-même. J'ai vécu une vie simple et je m'en contentais. Mais je suis en colère pour les donateurs qui ont donné leur argent de bonne foi. Je suis en colère pour les vrais seigneurs qui auraient pu être aidés avec ces millions. Et je suis en colère pour ma fille qui a bâti cette fondation avec des intentions sincères, seulement pour l'avoir corrompue par quelqu'un en qui elle avait confiance. J'ai regardé Antoine directement. Tu n'as pas seulement volé de l'argent. Tu as volé le rêve de ma fille de faire la différence. Tu as volé la dignité de chaque personne âgée dont tu as peut-être utilisé le nom. Et tu as volé des années que j'aurais pu passer avec Sophie parce qu'elle était trop occupée à gérer le désordre que tu créais pour rendre visite à son vieux père. La salle d'audience était silencieuse. Mais voici ce que tu n'as pas volé. Tu n'as pas volé l'intégrité de ma fille. Quand elle a découvert la vérité, elle ne t'a pas protégé. Elle n'a pas protégé son train de vie ou son statut social. Elle a choisi ce qui était juste plutôt que ce qui était confortable. C'est comme ça que je l'ai élevée, et c'est ce qu'elle est toujours, malgré ton influence. Je me suis rassis. La main de Sophie a trouvé la mienne et l'a serrée fort. Le juge a condamné Antoine à 5 ans de prison ferme pour fraude, détournement de fonds et abus de confiance. La dissolution de la fondation a été ordonnée, tous les actifs légitimes restants devant être distribués à des organisations de soins aux personnes âgées agréées comme la Fondation de France. Antoine a été condamné à verser 3,2 millions d'euros de restitution, bien que les fonds récupérés seraient probablement bien moindres. En quittant le tribunal, les journalistes nous ont entourés. Sophie s'est avancée vers les micros et je me suis tenu à ses côtés. Je veux m'excuser, a-t-elle dit, sa voix claire et forte. À chaque donateur, à chaque seigneur qui avait besoin d'aide, à la communauté. J'étais la cofondatrice de cette fondation. Et j'ai échoué dans ma surveillance. J'étais tellement concentré sur le travail que nous présentions au monde que je n'ai pas vu ce qui se passait en coulisses. Je n'ai même pas vu ce qui se passait dans ma propre famille. Elle se tourna pour me regarder. Mon père a passé toute sa vie à se sacrifier pour moi. Il a vendu sa maison, a travaillé jusqu'à l'épuisement, s'est privé de tout pour que je puisse avoir des opportunités. Et quand j'ai finalement eu les moyens de l'aider, j'étais trop distraite par les apparences et l'ambition pour remarquer qu'il avait besoin d'aide. C'est ma faute. C'est mon échec, pas seulement le crime d'Antoine. Un journaliste a crié, « Que allez-vous faire maintenant ?» Sophie a souri, bien que des larmes brillent dans ses yeux. Je vais passer du temps avec mon père. Du vrai temps, pas des séances photos ou des événements publicitaires. Juste du temps, pour apprendre à le connaître à nouveau, pour rattraper les années perdues par arrogance et confiance aveugle. Elle se tourna vers moi. S'il veut bien de moi. Toujours, dis-je. Et je le pensais vraiment. C'était il y a 8 mois. Sophie n'a pas lancé d'autres fondations tout de suite. Au lieu de cela, elle est devenue bénévole à la même médiathèque où je donnais de mon temps le samedi.
Nous avons trié des livres ensemble, aidé des seniors avec des cours d'informatique, organisé des programmes de lecture pour les enfants. Elle a vendu la maison de style château qu'elle partageait avec Antoine, et a acheté un modeste appartement de 3 pièces près de mon nouveau logement. Assez proche pour venir à pied pour les dîners du dimanche. Elle a dit, si tu cuisines. Je n'ai jamais appris, n'est-ce pas? Tu l'as toujours fait pour moi. Alors je lui ai appris. Chaque dimanche soir, elle venait et nous cuisinions ensemble. Je lui ai appris la recette de la blanquette de ma mère, comment faire un vrai bœuf bourguignon, la façon d'assaisonner un rôti juste comme il faut. Nous parlions pendant que nous cuisinions, parlions vraiment, de sa mère, de mes années à la mairie, de ses regrets et espoirs et de l'entreprise qu'elle pensait lancer. Quelque chose de plus petit, plus personnel, plus vrai. Elle a recommencé à sortir en automne, avec un professeur qu'elle a rencontré à la bibliothèque. Thomas était gentil, portait des chemises de prêt-à-porter, conduisait une Clio. Quand elle nous a présentés, je voyais qu'elle était nerveuse à propos de mon approbation. Il est formidable, lui ai-je dit honnêtement. Il te regarde comme si tu étais une personne, pas un accessoire. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai gâché tant d'années, papa. Non, l'a corrigé-je doucement. Tu as appris qu'il y a une différence. La semaine dernière, Sophie est venue me voir avec une proposition. Elle avait été contactée par plusieurs anciens donateurs de la fondation qui voulaient réessayer, voulaient créer quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Mais ils voulaient qu'elle soit impliquée seulement si elle pouvait prouver qu'elle avait appris du désastre. Je leur ai dit que je ne le ferais que si tu étais impliqué, a-t-elle dit. Pas comme figure de proue, mais comme véritable superviseur. Tu examinerais chaque dépense, chaque demande, chaque décision. Est-ce que tu l'envisagerais? Je sais que c'est beaucoup demandé après tout ça. Oui, l'interrompis-je. À une condition. N'importe laquelle. On commence petit, vraiment petit. Peut-être qu'on aide une famille à la fois, un senior, un parent en difficulté. On apprend à les connaître, on comprend leurs vrais besoins, on assure un suivi personnel. Pas de gala, pas de photos, juste une aide réelle. Elle a souri. Ce sourire authentique dont je me souvenais de son enfance. Ça semble parfait, papa. Et c'est comme ça que nous reconstruisons, lentement, prudemment, ensemble. En cette veille de Noël, Sophie sera là de nouveau. Mais cette fois, il n'y aura pas de diamants, pas de manteau de créateur, pas de mari avec des secrets. Il y aura de la farine sur le comptoir alors que nous ferons des sablés, des chants de Noël jouant sur ma vieille radio, et une conversation sur la famille que nous aiderons le mois prochain, une mère célibataire à Sarcelles qui a besoin d'aide pour la garde d'enfants afin de pouvoir finir son diplôme d'infirmière. Le champagne restera au frais. Nous boirons du thé à la place, comme nous le faisions quand elle était jeune et que le monde était plus simple. Parfois, les cadeaux les plus précieux ne sont pas emballés dans du papier coûteux. Parfois, ils sont emballés dans du temps, de l'attention, et le courage d'admettre quand on s'est égaré. Ma fille est revenue vers moi, non pas à cause d'un appartement ou d'une voiture ou d'une quelconque chose matérielle, mais parce qu'elle a choisi la vérité plutôt que le confort, l'intégrité plutôt que l'image. Cela vaut plus que tous les millions détournés par Antoine. Cela vaut tout.